passé à une étude faite avec des étudiants du secondaire dans la région de Montréal, approche inductive et déductive en langue seconde, processus, produit et perception. Alors, il s'agit d'une étude qui avait pour but de comparer en salle de classe deux différents types d'instruction grammaticale, l'inductif et le déductif. Tous les participants ont été exposés à deux unités, une après l'autre. On a commencé par une unité déductive, ensuite une unité inductive. Le tout a pris à peu près 1 mois et ça a été fait avec les enseignants réguliers. Il s'agit d'une recherche de méthode mixte. Il y a des données qualitatives et des données quantitatives. Aujourd'hui, nous allons plutôt traiter des données quantitatives parce que le qualitatif, comme vous le savez, ça prend du temps. Et c'est pas tout à fait prêt. Pour ce qui est de nos instruments, c'est une étude qu'on pensait assez simple au début, mais en fin de compte, qui s'est révélée assez complexe. Nous avions des questionnaires pour les étudiants, les élèves, des questionnaires pour les enseignants, un journal pour les enseignants, où ils gardaient des notes pendant l'enseignement des unités. On a les productions des étudiants qu'ils ont mises dans leur livret qu'ils avaient, des tests, pré-tests et post-tests, et aussi un sondage sur les styles d'apprentissage. Alors, les questions de recherche. Mis dans des situations de réflexion métalinguistique, les étudiants de français et d'anglais langue seconde du deuxième cycle, c'est le premier cycle du secondaire, arrivent-ils à conceptualiser leurs propres règles grammaticales? Et si oui, quelle langue est-ce qu'ils utilisent, la L1 ou la L2? Et en quoi consiste leur métadiscours? C'est cette partie-là qui est la partie qualitative sur laquelle nous n'allons pas parler aujourd'hui. Nous allons adresser les 3 prochaines questions qui sont une approche inductive et une approche déductive produisent-elles chacune des effets notables sur la précision avec lesquels les élèves utilisent l'élément grammatical ciblé? En fait, est-ce qu'il y a des résultats? Ça sert à quelque chose. Quelle perception les élèves ont-ils de l'approche inductive et de l'approche déductive par rapport à l'efficacité, l'intérêt, le niveau de difficulté et le rapport avec leur goût et leur style d'apprentissage? Et existe-t-il des corrélations entre les résultats obtenus, les perceptions des élèves et leur style d'apprentissage prédominant, tels que mesurés à l'aide d'un test d'identification de style d'apprentissage? En fait, c'est vraiment les 2 dernières questions qui nous préoccupent le plus. La deuxième question portait tout simplement, on voulait tout simplement voir s'il y avait eu un effet de l'enseignement, mais pas dans le but de comparer les effets entre inductif et déductif. Autre variante, la règle est présentée, il y a des exercices qui sont faits et ensuite vient la lecture ou l'écoute de texte. Okay. Et dans toutes ces approches-là, quelquefois, il y a des activités communicatives insérées ici et là. Pour ce qui est de l'approche inductive, souvent dans les manuels scolaires, on dit oui, c'est inductif. Il y a des petits exercices pour découvrir la règle. Tourne la page, la règle s'y trouve. Okay, alors, il est donné tout de suite. C'est pas tout à fait, dans notre opinion, une approche inductive, mais bon, en fait, c'est souvent... on donne souvent, on la décrit souvent comme inductif. Ou l'étudiant, dans certaines recherches, l'élève ou les étudiants découvrent la règle, essaient de découvrir la règle, mais seulement de façon explicite et jamais ils ne vont décrire la règle. Une autre façon est de découvrir, mais vraiment de découvrir la règle avec l'aide de l'enseignant à partir d'exemples de textes, de la règle dans des textes et ensuite reformuler la règle à mesure d'exemples. Ou la quatrième façon est que les étudiants eux-mêmes travaillent en petits groupes pour découvrir de façon collaborative la règle. D'accord? Et c'est plutôt de cette façon-là que nous avons procédé dans nos unités. Alors, à l'aide de questions, ils ont formulé la règle, ils l'ont écrite dans leur petit manuel.
Okay? Et ensuite, ils l'ont modifié. Ils ont eu d'autres textes à lire et ils ont modifié leurs règles. Ils ont eu d'autres textes, ils ont modifié leurs règles, ainsi de suite. On se demande, la plupart des études qui ont été faites pour comparer l'inductif et les déductifs ont surtout regardé les gains de pré-test à post-test. Ce qu'on a pensé faire, ce qu'on pensait était plus intéressant, ce qu'on voulait aller voir, c'était si les caractéristiques individuelles des étudiants pouvaient faire une différence sur l'efficacité qu'a cette approche-là, une ou l'autre approche, avec certains apprenants. Alors, très peu d'études ont été faites dans cette lignée-là, et ça nous intéressait. Alors, nous avons choisi d'investiguer à partir des styles d'apprentissage, même si on sait que, bon, pas tout le monde est d'accord sur le fait que c'est un indicateur parfait des caractéristiques individuelles. Nous allons quand même essayer, à partir d'un sondage de style d'apprentissage que nous avons modifié pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Et je pense qu'à fin de compte, ça a donné des résultats assez intéressants. Comment est-ce qu'on peut évaluer les styles d'apprentissage? On sait qu'il n'y a vraiment rien qui a été fait pour la recherche et surtout des sondages qui sont plutôt des sondages d'auto-découverte que l'on utilise dans nos salles de classe pour trouver si on est de tel type ou de tel type, mais rien vraiment qui a été testé pour la recherche. Alors, on a commencé un peu, ça va être un peu notre petite contribution à ces instruments-là utilisés en recherche. On a opté pour une version modifiée du test de Cohen, Oxford and Shee produit en 2001. Et la raison pour ceci est que ce sondage-là, il est quand même assez simple pour des élèves du secondaire et il existe une version pour les jeunes apprenants. Alors, au moment de la mise à l'essai du test de Cohen, on s'est aperçu que même si on faisait le test pour le français langue seconde, on le donnait en anglais à nos élèves du secondaire, secondaire 1, secondaire 2, et plusieurs, selon les enseignants, avaient de la difficulté à comprendre l'anglais de ces tests-là, de pouvoir les faire, et même si l'anglais, pour la plupart, est leur langue maternelle. D'accord? Alors, on a vraiment modifié les phrases pour qu'ils les comprennent bien, et on a raccourci un peu le test aussi, parce qu'il y avait un effet de fatigue à un moment donné. Le test de Herman, on avait pensé à l'utiliser, mais il y a trop de questions, c'est trop complexe pour les étudiants du secondaire. Alors, nous avons retenu 7 parties des 11 parties du test original, et les parties se trouvent ici. Et bien sûr, on a voulu garder le déductif, l'inductif, le field dependent, field independent, etc. Et on a enlevé certaines parties qui étaient, pour nous, indiquaient moins, nous auraient donné moins d'informations par rapport au style inductif, déductif. Dans le test original aussi, quelquefois, il y avait 12 items par paire de style, quelquefois 8, quelquefois 6. Alors, on a uniformisé à 8. Et on a fait en sorte que ce ne soit pas un test d'auto-découverte. Alors, les items ont été mélangés au lieu d'être tous ensemble comme dans un test d'auto-découverte. Pour ce qui est de l'expérimentation, alors c'était, je répète, 2 unités. Une première unité sur les fables africaines, okay, qui c'était l'unité déductive. Alors on leur donnait la règle et ils faisaient les exercices. L'élément grammatical que l'on utilisait dans l'unité sur les fables africaines était les déterminants définis, indéfinis, possessifs et démonstratifs. Et pour chacune des unités, comme je vous l'ai dit, c'est une entrée par le texte. Il y a plusieurs textes à partir desquels il remarque l'élément grammatical.
Et à la toute fin, il y a un projet ou une tâche finale qui était dans un cas la rédaction d'une fable et dans l'autre cas la rédaction d'un conte. Pour l'unité sur les contes, l'unité inductive, nous avons utilisé les pronoms de remplacement, les pronoms objets, le, la, l'apostrophe, lui, leur, i et en. Alors, pour ce qui est des participants dans l'expérimentation, il y avait 7 classes de secondaire, du premier cycle du secondaire au Québec. Nous sommes divisés en cycles. Alors, 3 classes de secondaire 1 et 4 de secondaire 2. En tout, il y avait à peu près 175 participants, mais lorsqu'on élimine tous ceux qui ont disparu à cause qu'ils n'ont pas fait un pré-test, un post-test ou qu'ils ont manqué quelque chose à quelque part, nous aboutissons avec 138 participants. 3 enseignants ont participé. Je devrais mentionner, je pense que j'ai oublié de mentionner que les résultats portent seulement sur nos classes de français langue seconde. Nous faisons l'expérimentation en anglais langue seconde à l'automne. Par rapport au questionnaire que nous avons donné aux enseignants au tout début pour leur demander, pour avoir un peu un portrait des apprenants, on leur a posé la question concernant la motivation qu'ils avaient à apprendre la grammaire et comme vous voyez, c'est pas trop fort, hein, c'est de moyen à bas, quelque peu bas, pour la motivation à apprendre la grammaire. On leur a demandé avec quelle précision ils utilisaient les déterminants. C'était quand même assez bien. Les déterminants est un élément assez bien utilisé. Par contre, pour les pronoms objets, c'était beaucoup moins fort, bien entendu. Concernant le fait s'ils avaient été exposés ou non à l'élément grammatical d'une façon explicite, au moins d'un enseignement explicite, on voit que certains groupes oui, d'autres non. Et pour les déterminants, tandis que pour les objets pronoms, aucun groupe n'avait reçu d'enseignement explicite dans l'année en cours. Hein. On était au mois de mars, hein, c'est ça. Et quelques rétroactions correctives dans certains groupes sur ces 2 éléments. Alors, comment s'est déroulée l'expérimentation? D'abord, les enseignants ont rempli un questionnaire. Ensuite, il y a eu un test diagnostique, c'est-à-dire comme un pré-test sur un cross-design. Hein. Il y avait 2 formes, forme A et forme B, qui ont été inversées pour le post-test. Et ensuite, l'enseignant recevait un guide de l'enseignant qu'il devait suivre étape par étape et noter à l'intérieur dans un journal ce qu'il faisait et les réactions, comment l'activité ou les activités s'étaient déroulées. Les élèves recevaient chacun un livret dans lequel ils écrivaient, ils répondaient et nous, on a repris pour pouvoir faire une analyse ultérieure, surtout au niveau de la rédaction de leurs règles. On veut vraiment étudier comment ils ont formulé leurs règles. Ça va être l'étape suivante. Et ensuite est venu le test, le post-test. Et à la fin de la première unité, l'unité déductive, nous leur avions donné un questionnaire de données sociodémographiques, comme on fait normalement, et un questionnaire sur l'appréciation de l'unité. Tandis que au moment de la dernière unité, ils ont eu le même questionnaire pour l'appréciation de la 2e unité, qui était de type inductif, et aussi, c'est là qu'ils ont reçu le sondage sur les styles d'apprentissage, ou le questionnaire sur les styles d'apprentissage. Et pour l'analyse des données, ma collègue et co-chercheur Daphné Simard va nous continuer. Et c'est là. Comme ça. Alors, le moment que vous attendez tous avec impatience, les résultats. Alors, juste pour faire peut-être un résumé, donc on a nos élèves qui ont réalisé les 2 unités, donc une première unité, un questionnaire, 2e unité, l'autre questionnaire. OK, ça va comme ça? Donc, tout le monde a fait la même chose. Donc, voici ce qu'on a fait avec nos données pour les fins de la communication.
On a d'abord vérifié les résultats obtenus au test diagnostic et au test de vérification. On a ensuite regardé les résultats au questionnaire d'appréciation, ce qui nous a permis de vérifier s'il y avait des interactions entre les gains et l'appréciation des deux unités. On a enfin regardé le questionnaire de style d'apprentissage et vérifié l'interaction qu'il y avait entre les gains réalisés entre le diagnostic et la vérification et les styles d'apprentissage et s'il y avait des interactions entre l'appréciation des unités et les styles d'apprentissage. Donc, c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Donc, juste pour vous signaler, chacun des tests diagnostiques et de vérification était construit de la même façon, en 3 parties. Une première partie à l'intérieur de laquelle nos élèves devaient insérer l'élément langagier visé dans un texte continu, soit une fable ou un conte. Une deuxième partie à l'intérieur de laquelle nos élèves devaient insérer la forme visée dans une phrase décontextualisée. Et troisièmement, une partie où les élèves devaient nous fournir des exemples de déterminants et des exemples de pronoms. Les parties 1 et 2 ont été analysées ensemble et la partie 3, qui est très qualitative, a été analysée de façon séparée, évidemment. Alors, partie 1 et 2, les résultats. Donc, c'est avec soulagement que nous avons appris que les élèves avaient progressé pour les 2 unités du diagnostic à la vérification. Donc, on a travaillé fort sur les unités, on voulait quand même qu'il se passe un petit quelque chose. Cependant, il y a eu des gains significativement plus élevés pour l'unité inductive. Okay? Ce qui est un petit peu surprenant, compte tenu du fait que les élèves sont moins familiers avec l'approche inductive que l'approche déductive, qui est un petit peu plus traditionnelle. Et dans l'approche inductive, l'élément visé était considéré comme plus complexe. C'était les pronoms, pas les déterminants. On formule l'hypothèse que le genre de traitement cognitif qui est demandé par l'unité inductive a probablement amené ces résultats. Ensuite, OK, ici, on vous offre seulement le nombre d'élèves qui n'étaient pas capables de fournir des exemples de déterminants et de pronoms lors du pré-test, lors du diagnostic et de la vérification. Donc, si vous remarquez ici, on avait 112 élèves qui étaient incapables de nous donner un exemple de défini au diagnostic et seulement 53 élèves étaient incapables de nous donner des exemples au test de vérification. Donc, il s'est vraiment passé quelque chose au niveau de l'apprentissage du métalangage. Ça, c'est pour la partie 3. Et c'est toujours à peu près la même proportion, la moitié moins, toujours pour le test de vérification. Maintenant, l'appréciation des unités. Donc, lors du premier questionnaire, on leur a demandé s'ils aimaient apprendre la grammaire. Pas vraiment. Okay? Donc, mais c'était en lien avec les résultats qu'on avait obtenus dans une étude antérieure, Gladys et moi. On leur a demandé de comparer les 2 unités, laquelle vous préférez, déductif et inductif. On a vu des différences significatives dans l'appréciation sur une échelle de Likert pour ce qui est des activités grammaticales, merci Daniel, pour l'unité en général et pour la façon dont l'unité était structurée. Donc, on a préféré l'unité déductive. Règles plus traditionnelles, ils sont plus familiers avec ça, donc ils préfèrent ça. Autant d'élèves ont choisi l'unité déductive que l'unité inductive pour ce qui est de la façon de traiter la grammaire la plus efficace. Et plus d'élèves ont choisi l'unité déductive comme étant celle qui correspondait le mieux à leur style d'apprentissage tel que évalué intuitivement. Là. Donc, interaction entre les gains et l'appréciation des unités. Alors, on a une différence significative pour ce qui est de l'unité déductive. Les élèves qui ont préféré l'unité déductive sont ceux qui ont réalisé le plus de gains pour l'unité déductive. L'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire que ceux qui ont préféré l'inductif n'ont pas nécessairement réalisé plus de gains pour l'inductif. Donc, ceux qui ont préféré le déductif sont ceux qui ont le plus progressé. Et pas de différence. OK, donc, pour ce qui est des résultats obtenus au questionnaire de style d'apprentissage, vous avez les résultats ici. Je vous donne notre coefficient de fidélité interne au bas. Et lorsqu'on calcule les coefficients de fidélité interne pour les 2 parties, les 2 regroupements, on obtient le même style de résultat. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé certains types de personnalités afin d'avoir un plus grand nombre d'items par groupe. Parce qu'il faut que vous réalisiez que pour identifier particulier, global, inductif, déductif, on n'a que 4 items.
C'est pas beaucoup. Donc, 4 items pour particulier, 4 items pour global, 4 items parce qu'on voulait vraiment réduire le nombre d'items. Donc, on s'est dit qu'en faisant des regroupements, 2 grands regroupements, selon le construit vous l'avez en haut, Herman-Lever, on pourrait peut-être avoir plus de force dans ce qu'on pourrait observer. Donc, synoptique, ectonique. Rapidement, ectonique a besoin d'exercer plus de contrôle sur les apprentissages. Synoptique est plus global. Et on a moitié-moitié à peu près. Donc, on a été très chanceuse. Alors, aucune interaction entre les gains et les styles d'apprentissage lorsqu'on prend les deux parties 1 et 2 ensemble de nos tests. Il ne s'est rien passé. Cependant, lorsqu'on regarde les parties séparément, on voit des petites interactions. Donc, pour la partie 1 du test déductif, il y a une interaction entre inductif et déductif. Pour la partie 1, encore une fois, partie 1 du test inductif, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas assez systématique pour croire qu'il se passe vraiment quelque chose. Il faudrait on va vérifier à l'automne avec nos élèves d'anglais langue seconde pour voir si on peut observer des vraies tendances. Mais grosso modo, lorsqu'on prend tous les résultats ensemble, il n'y a pas eu d'interaction. Ça, c'est la partie, selon nous, qui est la plus intéressante. OK. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris chacun des questionnaires, des 2 questionnaires. La première partie, on leur posait des questions. On posait des questions aux élèves leur demandant as-tu aimé les lectures dans l'unité? As-tu aimé les exercices grammaticaux? As-tu aimé... Et ce sont des échelles de Likert. Donc, ce que nous avons fait, c'est qu'on a comparé as-tu aimé les activités grammaticales de l'unité déductive à as-tu aimé les activités grammaticales de l'unité inductive-déductive? Les résultats qu'on a obtenus nous portent à croire que les élèves qui sont ectoniques, je m'excuse, on n'a pas trouvé de concept en français encore pour ectonique. Synoptique existe en français, mais ectonique n'existe pas. Donc, tous nos élèves qui sont ectoniques ont eu tendance à tout aimer. Et nos synoptiques, il s'est comme rien passé. On avait comme formulé l'hypothèse de départ que les synoptiques aimeraient une unité et que les ectoniques aimeraient l'autre unité. Mais présentement, ce qu'on voit, c'est que nos ectoniques, qui sont ceux qui préfèrent exercer un contrôle conscient sur leurs apprentissages, ont tendance à aimer la grammaire davantage que les autres élèves. Il s'est passé quelque chose. On est contente de ça. Donc, pour les conclusions préliminaires, où est-ce que j'en suis? 5 minutes, merci. Oui, excusez-moi, je vais prendre ma traduction française. La surcharge cognitive avec, avec la traduction du transparent. Excusez-moi. Je vous fais patienter. Je m'excuse. Donc, il n'y a pas d'interaction entre les résultats obtenus pour chacune des unités et les styles d'apprentissage tels que mesurés par notre questionnaire. Il semble y avoir un lien entre les préférences des élèves quant aux unités, entre l'appréciation et les gains. Vous vous souvenez que ceux qui ont dit préférer le déductif sont ceux qui ont réalisé le plus de gains au déductif, lors de l'unité déductive. Les élèves ont préféré de manière générale l'unité déductive. On se souvient encore que c'est le genre d'enseignement avec lequel ils sont le plus familiers. C'est le genre d'enseignement aussi où ils travaillent le moins. Okay? C'est dans l'inductif où on va les faire travailler, réfléchir, écrire davantage, verbaliser. Les élèves ont réalisé significativement plus de gains avec l'approche inductive qu'avec l'approche déductive. Ici, on se rappelle qu'on a formulé l'hypothèse que c'est le genre de traitement cognitif. Et les élèves ectoniques ont semblé, de façon générale, plus réceptifs à un enseignement grammatical que les élèves qui étaient situés davantage vers le pôle synoptique. Y a-t-il autre chose? Est-ce que j'ai fait le tour? Ectoniques ont préféré, ils disent aussi, ils rapportent apprécier la grammaire de façon plus soutenue que les synoptiques. C'est ça? Merci.